voit, après Helmut Schmidt, les années 70, qui était plutôt SPD, on a un retour. Donc disons que on a vraiment, et le tournant de la rigueur en France, alors que les socialistes ont gagné à contre-temps en 1980, mais que dès 1984, ils se mettent à faire une politique économique de droite, sans le dire. Bon, donc, ils vont déréguler l'économie, ouvrir les marchés, etc. Et donc, depuis lors, on ne parle dans la plupart des pays de l'OCDE que de crise de l'État, de retrait de l'État, de démembrement de l'État, d'évidement de l'État. Ça, c'est mon ami Guy Peters, professeur de l'administration publique à l'université de Pittsburgh, qui a été un de ceux qui ont développé cette théorie du hollowing out of the state, l'évidement de l'État de l'intérieur. Donc un État qui perdrait sa substance par rapport à ce qu'il était avant. Ceci étant dû à la fois à un évidement par le haut, c'est-à-dire l'apparition de ce que les spécialistes des relations internationales appellent les régimes internationaux, au sens de Keynes, le GATT, l'OMC, les intégrations régionales, Mercosur, construction européenne, etc., la supranationalité, et puis de l'autre, par le bas, donc un évidement par le bas, en raison des décentralisations croissantes, des désintégrations régionalistes d'un certain nombre d'États, de la quasi-fédéralisation, voire partition de pays comme la Belgique, quasi-fédéralisation de l'Espagne, des autonomies, enfin il y a plein d'exemples de ce genre. Alors, un État fragilisé et vidé de toutes parts par une croissance du modèle du marché, par une crise du dirigisme d'État sur l'économie et la société, par une crise du welfare et par des recompositions que je viens d'indiquer par en haut et par en bas. Alors, mon propos n'a jamais été de nier ces transformations importantes. Mais en même temps, tout sociologue et historien ou socio-historien qui se respecte est là pour rappeler que ces transformations, d'abord, sont dans l'ordre des choses. Il est normal, très ordinaire qu'elles se produisent. Puisque l'État est une institution sociale, que l'État est de nature processuelle, c'est-à-dire qu'il se produit et qu'il se reproduit au quotidien dans ce que le grand sociologue britannique Anthony Giddens appelle la temporalité réversible de tous les jours, et que cependant il se transforme au fil du temps irréversible de la longue durée historique des institutions. Il est donc normal que l'État connaisse des transformations. Et ces transformations, il faut le constater, dans certaines périodes, opèrent par des évolutions lentes, des évolutions à bas bruit, à peine perceptibles des contemporains qui les vivent, et à ce moment-là, les gens font leur propre histoire sans savoir l'histoire qu'ils font. C'est une célèbre formule de Karl Marx, pardonnez-moi que c'était beaucoup Raymond Aron, donc vous m'excuserez. Raymond Aron citait constamment cette formule de Marx en disant il y a toutes les situations où les hommes font leur propre histoire sans savoir l'histoire qu'ils font. Non pas parce que nous sommes des idiots culturels aveuglés par une grande loi du capitalisme qui nous dépasserait, ou etc. C'est pas de l'hégélianisme de dire ça. Mais c'est dire effectivement, tout simplement parce que déjà, nous ne pouvons pas nous mettre à bonne distance des propres évolutions sociales desquelles nous sommes en train de participer en tant qu'individus communément socialisés, et nous ne voyons pas ce qui est en train de nous arriver et ce que nous faisons advenir en faisant. Donc, il y a des changements de ce type, les changements de long terme, les changements auxquels l'histoire des annales à la française, la tradition des annales ESC se consacre particulièrement, l'histoire de la longue durée, Brodel, etc. Bon. Et puis en même temps, dans de rares périodes critiques, les évolutions se font plus vite, plus violemment, plus visiblement, c'est par raison que je vais l'apprendre, dans un pays qui a basculé en quelques semaines à un certain moment de l'ère de Ceausescu à autre chose. Bien. Et qui ensuite a basculé dans la construction européenne, qui va bien. Donc il y a des moments où la cristallisation du changement est très rapide, et les contemporains sont à ce moment-là saisis par la conscience qu'ils ont de cette accélération de processus auxquels ils sont partie prenante, et j'ai envie de dire qu'ils suscitent dans l'individu une espèce de griserie, comme quand on a bu un petit peu d'un bon vin, une espèce de griserie ou d'auto-griserie de la propre perception de l'accélération de l'histoire à laquelle on participe. Et qui en même temps vous grise au bon sens du terme, c'est-à-dire vous suscite une certaine euphorie parce que vous avez le sentiment qu'il se passe des choses, et puis en même temps qui vous inquiète. Parce que ça change. Parce que quand tout change très vite, c'est inquiétant. Et c'est ce type de conjoncture que nous connaissons dans les États européens de l'Ouest, et puis les vôtres à partir de 89,
depuis, disons, 25 ans, depuis un quart de siècle. Alors, ça ne signifie pas du tout la mort de l'État. Mais beaucoup l'ont annoncé. Beaucoup ont dit « Ah, oui, c'est le début de la... » Comme Talleyrand avait dit, de la retraite de Russie de Napoléon Bonaparte, c'est le commencement de la fin, hein, c'est magnifique oxymore, c'est le commencement de la fin. Donc certains se sont mis à hurler au loup, comme on dit en français, à dire « Ah, ça y est, l'État est en train de dévisser là. L'État va tomber. L'État, comme forme sociale d'organisation du politique, est en train de, ou l'inverse, comme forme politique d'organisation du social, pareil, ça marche dans les deux sens, politique et société. Problème. Bon. Alors, revenons à Max Weber. Max Weber écrit, page 94 d'Économie et Société dans la version française, cette simple phrase. Forme d'une institution avant tout l'État, avec un rôle, et l'Église, avec un rôle. Full stop. En peu de mots, l'essentiel est dit. Dans nos sociétés contemporaines, l'institution par excellence, l'institution majuscule, l'institution des institutions au sens où il n'y a pas d'institution sociale qui ne tire sa légitimité et son autorité ou autorisation à agir de lui, cela reste l'État. Et j'ai envie de dire pour le meilleur comme pour le pire. Parce que quand c'est le pire, c'est-à-dire que l'État ne marche pas, que l'État est inefficace et inefficient, que l'État est livré à des prébendiers, à des mafieux, à des pourris, à des ordures. J'ai quelques exemples précis en tête, ailleurs que dans son pays, naturellement. Je parlerai de la Roumanie. Mais Alexandra sait que j'ai beaucoup œuvré en tant qu'expert en Roumanie, en Bulgarie, en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine, en un certain nombre de pays où on peut se poser des questions. Pas ici, naturellement. Aucune question. Bien. Mais ailleurs. Donc ça peut être pour le pire. Et puis ça peut être aussi pour le meilleur. Alors ce constat de dire l'État reste non pas une institution moribonde, mais une institution de réassurance de l'ordre politique en dernier ressort. Eh bien, ce constat ne signifie pas bien sûr que l'État soit encore souverain au sens classique de la souveraineté définie depuis les 6 livres de la République de Jean Bodin jusqu'aux théories du droit international public du XXe siècle, professeur Gèze, etc. Non, bien sûr, l'État n'est plus souverain en ce sens-là. Bertrand Badi a écrit, tant d'autres, spécialistes des relations internationales. Oui, la formule de l'État souverain est très certainement en crise. Les multinationales sont aujourd'hui beaucoup plus puissantes que les États, etc. Bon, l'ère des capitaux financiers flottants, une crise endémique comme celle que nous avons connue et paroxystique depuis 3 ans au niveau mondial le monde. Bon. Donc, à l'ère de la mondialisation, à l'ère des entreprises multinationales délocalisantes, de la volatilité des mouvements de capitaux, mais aussi de l'altermondialisation des mouvements sociaux, de la globalisation des risques environnementaux et autres, à l'ère de l'intégration supranationale européenne, bien sûr que l'État n'est plus souverain au sens de la fin du XIXe siècle. Or, la souveraineté a, pendant si longtemps, était l'attribut qui définissait l'État en propre. Vous prenez n'importe quel manuel de droit public dans n'importe quel pays de droit romano-germanique, c'est-à-dire aussi bien le vôtre que le mien ou l'Allemagne, on va vous dire il y a 3 conditions essentielles de l'État et il y a 2 caractéristiques. J'ai enseigné le droit constitutionnel quand j'étais moi-même jeune assistant, et les 2 caractéristiques étant c'est une personne morale titulaire de la souveraineté. Donc définition formelle de l'État par les juristes, c'est la personne morale titulaire de la souveraineté. Donc effectivement, la souveraineté était coextensive et coessentielle à la figure de l'État. Donc à partir du moment où l'État n'est plus souverain au sens où il était avant, ça voudrait dire que l'État est en moribond, que l'État est en agonie. Et bien sûr que c'est pas ainsi qu'il faut penser les choses. Pour le sociologue, pour l'historien, pour les deux, on est dans une période de déstabilisation de la figure de l'État, de recomposition, oui. Et c'est le propre d'une période d'importante transition, mais transition ne veut pas dire agonie, fin de l'État. Et même, je dirais, tout au contraire, que l'État, quand on regarde en longue période, le problème, je vous une seconde parenthèse, est-ce que nous sommes encore capables de regarder en longue période? Est-ce que dans des pays
comme le vôtre ou la Bulgarie, où on réduit les salaires des fonctionnaires de 30 à 50%, où on fiche en l'air leur retraite, si bien que de toute manière l'idée d'un long terme sur la retraite n'a pas de sens, ce qui incite à une déséconomie massive, à une consommation immédiate, etc., par rapport aux modèles économiques, c'est assez intéressant d'ailleurs. Et à l'inverse, dans des sociétés comme la mienne, où je rencontre que j'ai de plus en plus de mal à apprendre l'histoire de mes étudiants, parce qu'effectivement, ils sont à l'ère de ces espèces de joujoux, là, l'immédiateté du monde, etc., dans lesquels, avant 1989, ça leur semble antédiluvien. Bon, la question se pose, sommes-nous encore capables de penser à long terme? Quand nous avons des gouvernants qui font des agendas sur 4 ans, parce que 3 ans et demi, et puis on est déjà en période électorale, et c'est déjà formidable si on est réélu 2 fois, donc de toute manière, un gouvernement démocratique de l'Ouest peut espérer régner 10 ans, étant entendu que dans les 2 dernières années, de toute manière, il est déjà quasiment invalidé, comme tous les présidents américains. Lui, c'est plutôt 6 ans où ils peuvent gouverner, et puis les 2 dernières années, déjà tout le monde ne passe qu'à la succession. Bon, évidemment, un Pierre le Grand, je reviens de Saint-Pétersbourg, j'étais la semaine dernière, un Pierre le Grand, un Louis XIV, on va voir Louis XIV qui règne 80 ans, enfin, tous les grands transformateurs, et c'est quand même amusant, quand on prend l'histoire de son propre pays, on regarde quels sont les 3 grands rois ou les 4 grands réformateurs, transformateurs, dictateurs, généraux, présidents, empereurs, peu importe, qui ont marqué leur époque, il est très rare que ce soit ceux qui sont restés 6 mois, que ce soit ceux qui sont restés 3 ans. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Hein, il y a quand même un rapport au temps et à la durée. On ne change pas la société par décret, disait Michel Crozier. Bon, bah, effectivement, s'il faut du temps au temps et laisser du temps au temps, voilà, la dimension temporelle est quand même très importante. Alors, arriver à penser la durée, je crois qu'un sociologue sensible à l'histoire, ou un politiste ou un politologue sensible à l'histoire doit être capable de penser la durée, et de ne pas se laisser avoir à l'événementialité superficielle. L'État a fait montre à travers les siècles d'une solidité due à son extraordinaire plasticité. Tout le problème, c'est que la plasticité de l'État est déniée comme telle sous une apparente permanence. L'État nous semble permanent. Et donc, du coup, sa plasticité, nous la sous-évaluons. En fait, l'État a une résilience, une capacité de résilience tout à fait intéressante. Rien de ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux depuis 2-3 ans n'incite à considérer que cette capacité de la forme institutionnelle étatique à persister dans son être, dans et par sa plasticité, aurait disparu. Et on peut faire toute une analyse sociologique de la crise économique, la nouvelle grande dépression que nous avons connue depuis 3 ans, la nouvelle, après celle de 29-31, qui nous montre quoi? Qui nous montre que tous ceux qui annonçaient la fin de l'État ont clamé le retour de l'État. Parce que c'est bien l'État qui est venu jouer le rôle que la théorie économique la plus classique, Adam Smith, Ricardo, disent que l'État joue, qui est d'être le refinanceur en dernier ressort de l'économie. Car il est, in fine, le refinanceur des banques. Et que les banques sont ce sur quoi repose le financement de l'économie. Et qu'in fine, il y a une banque centrale, que la banque centrale n'est que la spécialisation fonctionnelle de l'État dans le domaine bancaire, mais la banque centrale, c'est l'État. Alors vous me direz, on a une banque centrale européenne indépendante, mais c'est bien le problème de l'Europe, c'est que nous n'avons pas de gouvernement économique alors que nous avons une monnaie commune et une banque centrale commune, et qu'en réalité, nous n'avons pas d'État. Nous avons la banque centrale d'une fédération qui n'est pas une fédération. C'est bien ça, là. Et qui n'a pas les moyens donc de mener une stratégie économique. Mais donc, pour tout le reste, l'État est effectivement ce refinanceur économique. Et qu'avons-nous vu fonctionner, y compris dans les pays de tradition les plus libérales? Les Britanniques, vous l'avez bien vu, vous vous souvenez, il y a 2 ans, ont nationalisé certaines banques pour leur éviter la faillite. Et de manière générale, les États, et d'abord la puissance publique américaine, a injecté dans l'économie une quantité d'argent public absolument extraordinaire, en contravention totale avec les principes affichés du libéralisme économique, etc. Donc, de l'ultralibéralisme. Donc, l'État, on vient de redécouvrir, avec cette crise, où les libéraux ont redécouvert que l'État est bien le garant en dernier ressort de l'ordre social. Ce dont évidemment les historiens, les politistes, les politologues, les sociologues n'avaient jamais douté. Enfin, nous, on n'avait jamais oublié. Moi, je hurle de rire